Le 5 décembre 1983, elle écrit une page d'histoire. À la suite du décès de son mari, elle devient la première femme à succéder à son conjoint dans sa fonction de députée. Madame Bélanger, bonjour. Bonjour, M. Morin. Madame Bélanger, vos élections de 85, prises du pouvoir par les libéraux, j'imagine que vous étiez dans l'euphorie à ce moment-là. On s'y attendait, hein? On était persuadés qu'on gagnerait l'élection en 85, mais il y a eu quand même un petit désappointement. Tout en étant 100 députés élus, notre chef n'était pas élu. Alors ça a été un peu une déception, tout en étant euphorique. On était un peu déçus que notre chef ne soit pas là. C'est Mme Bacon qui a pris l'intérim jusqu'à temps que M. Bourassa soit élu. Au moment où j'ai été élu, en 83, on était dans une crise économique. Et en 85, on était quand même avec 18 de chômage dans la région de la MRC du Granit. Alors, on a organisé un sommet avec tous les intervenants, les industriels, le social, le tourisme, la santé. On a fait un sommet, on a fait des tables rondes, là, et chacun dans son domaine essayait de trouver les forces et les faiblesses de la région. Et puis, on est arrivé au pouvoir en 85, et puis là, on connaissait nos faiblesses. Et là, c'est là que j'ai commencé à travailler pour attirer des industries, faire une industrie qui était fermée, que j'ai fait réouvrir avec l'aide du gouvernement, où il y avait une perte de 350 emplois. Durant votre mandat, 85-89, votre deuxième élection, mais la première au pouvoir, quelle responsabilité particulière, M. Bourassa, vous a-t-il confiée? 85-89, j'étais vice-présidente de commission, avec Jean-Pierre Charbonneau comme président de la commission d'aménagement et équipement. Et, bon, j'avais mes dossiers de comté à travailler, évidemment, mais ici, à l'Assemblée nationale, j'étais vice-présidente de commission. Et en 88, le Parti libéral, qui est au pouvoir, traverse une certaine crise, la crise linguistique, la loi sur l'affichage, la loi 186 à l'époque. 178. 178, excusez-moi, vous avez raison. Il faut être précis avec un député. La loi 178 sur la langue d'affichage, 3 ministres démissionnent, French, Marx et M. Lincoln. Comment vous avez vécu ces moments-là? Ça a été une période très difficile pour M. Bourassa et pour toute la députation, évidemment. C'était quand même des collègues, puis c'était des ministres. Puis on sait que quand on est ministre, il faut être solidaire des décisions. Puis ça allait à l'encontre de leurs principes, la décision qu'on avait prise avec la loi 178 de l'affichage, pas d'affichage bilingue à l'extérieur. Sur le plan de la politique québécoise à cette époque-là, québécoise et canadienne, c'est l'entente constitutionnelle du Lac-Meach. Comment vous avez vécu ça, toute cette période de 87 jusqu'au dénouement 90? Ça, la mort de Meach, qu'on a toujours identifié cette période-là comme étant une période triste pour les Québécois. Je me souviendrai toujours le caucus qu'on avait eu le soir là, où ça a été déclaré que l'entente était un échec. M. Bourassa, il y en a des députés qui disaient pourquoi on ne diminue pas, il y avait 5 demandes, si on en prenait 3. Fait que là, M. Bourassa, il avait dit non, c'est tout ou rien. Alors, puis quand il a fait son discours à l'Assemblée nationale, je me souviendrai toujours le discours historique qu'il a fait, puis comment il a conclu son discours en disant le Canada anglais doit comprendre d'une façon très claire que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse,
le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Merci. Et je dis, Monsieur le Président, à mon Premier ministre, je vous tends la main. Cherchons cet automne, tous ensemble, une voie de l'avenir du Québec. Et je me souviendrai toujours là, que M. Parizeau avait traversé puis, de l'Assemblée nationale, puis avait dit « mon premier ministre ». Parce que je pense qu'à ce moment-là, les Québécois étaient tellement déçus. Et puis M. Bourassa, c'était un fédéraliste, mais un nationaliste. Il était très nationaliste, mais il savait que le développement du Québec se faisait à l'intérieur du Canada. Mais je pense que, astucieux comme il était, ce discours-là a calmé les esprits. Mais si M. Bourassa avait décidé de faire un référendum un mois après la mort de Mitch, je pense qu'on aurait passé à 70 %. Alors, mais ça a calmé les esprits, puis ensuite de ça, on a continué à se développer, puis à faire des représentations auprès du gouvernement fédéral pour récupérer des pouvoirs. Et Mme Gagnon-Tremblay, elle en a récupéré sur l'immigration. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est faites là, sans changer la Constitution. Mais il s'est fait beaucoup de discussions aussi au sein du parti. Ça a conduit au rapport à l'air, entre autres. Est-ce que vous étiez favorable avec tout ce que revendiquait le rapport à l'air? Il y avait des revendications qui étaient légitimes dans le rapport à l'air, mais il y en avait qui étaient inacceptables. Parce que dans ça, là, moi, je dis que dans le rapport à l'air, là, il y avait certaines revendications qu'on était plus indépendantistes que les péquistes. Alors, c'est pour ça que la plupart des députés étaient contre le rapport à l'air. Après ce long épisode de Mitch, il y a eu la crise autochtone, la maladie de M. Bourassa, finalement, sa démission. Ça, c'est des moments, j'imagine, comme député, très près de ces personnes-là. C'est difficile à vivre. C'est très difficile à vivre parce que la crise autochtone, là, c'est sûr et certain qu'on n'était pas au courant de tous les aléas qui se passaient parce que c'était dangereux. Alors, ça s'est passé, c'était difficile. Puis M. Bourassa était malade. Alors... Ça vous a marqué beaucoup, la maladie et le départ de M. Bourassa? Ah oui. Ça a marqué tous les députés. C'était un homme tellement... Parce que M. Bourassa, c'est un premier ministre qui a marqué l'histoire. Alors, son départ, puis si peut-être que nous autres, on disait, si c'était fait soigner avant, parce que là, il était malade, puis là, il voulait rester pour aider pour la crise autochtone. Alors, il est allé se faire traiter trop tard. Peut-être que s'il avait écouté son corps plus vite, il aurait peut-être pu se sauver. Durant ces 10 années, ou à peu près, là, que vous avez côtoyé M. Bourassa, quel genre de relation aviez-vous avec lui? M. Bourassa était très, très accessible. C'était plutôt son entourage qu'on avait des difficultés à traverser. Mais si on avait la chance de parler à M. Bourassa, il prenait le temps de nous parler. C'est un homme qui était à l'écoute de ses députés, puis il disait que sans nous, il ne serait pas premier ministre. Alors, c'est le premier ministre qui comprenait que ça prenait des députés pour être premier ministre. Alors, c'était un homme chaleureux, très attentif à nos revendications. M. Daniel Johnson a succédé à M. Bourassa. Est-ce que vous avez cru à ce moment-là qu'il pouvait relancer le parti et remporter l'élection suivante? Bien oui, parce que, écoutez, M. Johnson, il avait les qualités de M. Bourassa. Dans le fond, c'était un homme intègre, compétent, et il avait toutes les qualités pour devenir premier ministre. Il était chef d'opposition, il a fait un travail extraordinaire. Et puis là, quand M. Bourassa est mort, automatiquement, il est devenu premier ministre désigné. Mais par contre, il a fait un travail extraordinaire pendant 9 mois. Malheureusement, il n'a pas eu assez de temps pour prouver toutes ses capacités. Alors, on a perdu l'élection en 1994. L'élection de 1994, vous retournez dans l'opposition. Est-ce que vous, personnellement, comme député, ça vous a démotivé? Pas du tout. Moi, comme je vous dis,
dans l'opposition comme au pouvoir, j'avais mes dossiers, je travaillais mes dossiers, et là, je suis devenue présidente de commission, la commission d'aménagement des équipements, et j'avais affaire à tous les ministres qui étaient des responsables de mes dossiers de comté, les municipalités, le transport, la voirie en campagne, là, et l'environnement, le développement, loisirs, chasse et pêche. Alors, c'était tous des dossiers chauds pour mon comté. Alors, moi, j'étais la présidente et j'avais le ministre assis à côté de moi, comme vous, là. Alors, imaginez-vous quand j'avais un dossier que je passais, puis il fallait que ça se règle. Quelle relation vous aviez avec vos adversaires? Est-ce que vous avez parfois fait je ne sais pas moi, peut-être pas des alliances ni des coalitions, mais enfin des ententes avec vos adversaires pour aider à faire avancer un dossier? Moi, des adversaires, vous voulez dire dans le comté? Adversaires politiques à l'Assemblée À nationale. l'Assemblée nationale, non. Moi, là, je n'ai pas fait de coalition, puis d'essayer de les gagner par des faveurs spéciales, là. Non, j'avais mon dossier, je présentais mon dossier. Il y a une fois qu'il y avait un projet de loi important et il y avait un article de la loi qui était le cœur du projet de loi. Et à un moment donné, on était dans l'opposition. Moi, j'étais présidente et je m'abstenais toujours de voter comme présidente. Et là, à un moment donné, il y a un député, on était dans l'opposition, qui demande le vote. Puis là, je regarde autour de la table, ils ont la majorité. Si je vote pas, le projet de loi tombe à l'eau. Alors, j'ai pris position et j'ai voté avec le gouvernement. Mais j'avertissais ceux qui s'occupaient des commissions parlementaires, je disais, fais-moi jamais ça, surveille tes députés, parce que moi, là, je ne voterai pas toujours avec c'est la seule coalition que j'ai faite une fois, mais c'était un projet de loi important, puis là, c'était l'article qui était le principe de la loi. Si on avait voté contre, tout le travail qu'on avait fait, ça tombait à l'eau. Alors, mon sens de responsabilité a fait que c'était partisan là, qu'on votait contre. C'était pas parce que c'était pas acceptable. Alors, j'ai voté avec le gouvernement. Est-ce qu'on vous l'a reproché beaucoup? Pardon? Est-ce qu'on vous l'a reproché beaucoup? On a dit, franchement, Madeleine, là, j'ai dit, écoute, ça n'avait pas d'allure de laisser tomber ce projet de loi-là. On était presque rendus à la fin, puis c'était le cœur du projet de loi, cet article-là. Alors, fait que, il y en a des députés qui sont allés se plaindre au leader. Le leader, il dit, si vous critiquez la présidente, il dit, c'est parce qu'elle fait bien son travail. On arrive à la campagne référendaire de 1995. Comment vous êtes préparé à cette campagne-là? De la minute que le gouvernement péquiste a été élu en 1994, ils ont tout de suite commencé à préparer le référendum. Alors nous, le Parti libéral, on s'est préparé en conséquence pour contrer les actions que le gouvernement ne gérait pas à ce moment-là. Là. De 1994 à 1995, le gouvernement gérait au jour le jour. Il préparait le référendum. Alors, vous, comme député dans l'opposition, dans votre comté, est-ce que vous avez fait des choses particulières durant cette période qui a précédé le référendum? Ah, bien là, il y avait des assemblées publiques un peu partout et on déplaçait les gens. Et puis là, il y avait des articles dans les journaux et on a travaillé comme on avait travaillé en 80 en réalité, parce que c'était la même chose. Mais dans les derniers jours de la campagne, on a vu que les sondages resserraient les résultats beaucoup. Est-ce que vous avez craint un moment ou l'autre de perdre? Moi, ce que je n'ai pas aimé dans cette campagne de 95, c'est tout le reste du Canada qui sont venus nous crier leur amour. Je pense que c'est là qu'on a perdu des votes. Pourtant, tous les sondeurs disent que c'est plutôt là que ça a balancé. Pour le non, vous êtes d'avis contraire. Pourquoi? Moi, je suis d'avis contraire parce que je me disais, là, qu'est-ce qu'ils ont d'affaire à venir nous dire qu'ils nous aiment? Pour moi, là, j'ai pas aimé ce rassemblement-là, personnellement. D'abord, ça donnait des arguments au camp du oui.
pour dire que, bon, vous savez comment il y a eu d'arguments, de dire qu'il était venu dépenser de l'argent, puis c'était pas comptabilisé dans le comité du non puis du oui. Alors, moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était pas nécessaire. On était capable de faire notre travail seul. Le résultat passé, est-ce que vous avez eu un soulagement à l'effet que, bon, le problème est réglé définitivement? C'est-à-dire que la soirée des résultats, là, nous étions dans le comité avec la télévision, puis on regardait. Moi, Mégantic-Compton, j'ai gagné. Mais on a gagné partout, mais j'ai eu plus que 50,5. Ça n'a pas empêché le PQ de se maintenir quand même dans la faveur populaire et la contestation a gagné Daniel Johnson. Est-ce que vous aviez vu venir sa démission et dans quelles circonstances vous l'avez apprise? Bien, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas vu venir sa démission parce que là, je l'ai appris d'une façon assez spéciale. J'étais à Vancouver en voyage parlementaire et j'avais monté une semaine avant le voyage pour aller chez une de mes nièces qui demeurait à Vancouver. Et à 8 heures du matin, avec le décalage d'heure, le téléphone sonne et c'est M. Johnson. Alors, je vais au téléphone, je dis « Daniel, qu'est-ce qui se passe? » Il dit « Là, je voulais t'avertir. » Il dit « On fait des appels, on appelle tous les députés. » Mais il dit « Moi, je voulais absolument que ce soit moi qui te parle. » Il dit « Je fais une conférence de presse à 2h30 après-midi et je démissionne comme chef. » Alors, disons que ça a été un coup là, que j'ai eu de la difficulté à prendre. Fait que là, j'ai dit « Qui va prendre la place? » Fait qu'il a dit « C'est Jean Charest. » Qui est allé le chercher? Il dit, c'est moi qui a communiqué avec, puis il a demandé de venir prendre la place. Mais là, il dit, est-ce qu'il va y avoir une course? Je ne le sais pas, mais il dit, dans le moment, là, il dit, moi, je suis pro Jean Charest. Et qu'est-ce que vous avez ressenti? Bien, moi, Jean Charest, je le connaissais parce qu'en 1995, il a été une vedette durant le référendum. M. Charest, il faisait des discours qui soulevaient les foules. Alors, bon, j'ai dit, peut-être que là, M. Charest va arriver, ça va être nouveau, parce que Daniel il avait quand même été ministre de plusieurs portefeuilles. Et là, on arrive avec M. Charest qui était complètement nouveau. Mais, bon, est-ce que, si on me demande, est-ce que vous pensiez que c'était le sauveur? Des sauveurs, là, comme premier ministre, il n'y en a pas. Chacun des premiers ministres qui sont là font leur possible pour régler les dossiers puis essayer de gérer la province d'une façon à ce que tout fonctionne. Mais je ne pense pas qu'on peut dire qu'un ou l'autre a été sauveur. Dans les dossiers que vous avez pilotés, un en particulier, vous étiez dans l'opposition, je crois, les orphelins de Duplessis. Parlez-nous donc de cette expérience-là. Ça, c'était une expérience très difficile parce que, naturellement, que les orphelins du Plessis avaient commencé à nous contacter même quand on était dans l'opposition. Et j'ai commencé à poser des questions au gouvernement. Et en fin de compte, j'ai réussi, avec Bernard Landry, à dédommager les orphelins du Plessis qui avaient été dans les institutions et diagnostiqués débiles mentales. La décision était prise, le gouvernement avait décidé de dédommager juste ceux qui avaient été diagnostiqués débiles mentales. Vous avez beaucoup aimé votre travail en commission parlementaire, vous avez présidé des commissions, etc. Est-ce que vous avez dû faire de la discipline parfois? Ce travail-là, qu'est-ce que ça vous accaparait comme énergie? Bien, c'est-à-dire que présidente d'une commission, moi, je dirais que c'est plus difficile qu'être présidente en chambre. Parce que quand les adversaires commencent à s'engueuler autour de la table, à moins qu'on suspende les travaux, ça crie, on t'a beau appeler à l'ordre, c'est pas toujours facile. Tandis qu'en chambre, le président se lève, automatiquement les micros se ferment. Mais en commission parlementaire, c'est pas ça qui se produit. Alors, c'est arrivé que j'ai été obligé de ou bien suspendre ou mettre un collègue en dehors de la commission, puis qui n'a pas le droit de revenir de la journée à la commission.
Est-ce que c'est un travail valorisant pour un député des commissions parlementaires? Oui, et surtout dans l'opposition. Parce que dans l'opposition, tu as des dossiers, tu peux questionner le gouvernement. C'est pas toujours des projets de loi intéressants. Des fois, c'est compliqué, mais comme présidente, tu es obligé de suivre à la lettre ce qui se dit. Et les débats se font surtout entre le porte-parole et le ministre. De temps en temps, il y a une question des députés ministériels, mais c'est plutôt les députés d'opposition qui posent des questions au ministre. Alors, c'est moins intéressant pour les députés ministériels en commission parlementaire que les députés de l'opposition. Et comme présidente, c'est très intéressant parce que tu dois suivre le mot à mot des discussions. Avant de faire le bilan de votre carrière politique, pouvez-vous nous parler des attentes et des exigences, des attentes des électeurs et des exigences d'un député dans un comté rural comme le vôtre? Écoutez, dans un comté rural, d'abord, moi, quand j'ai commencé, j'avais 52 municipalités. Alors, ça veut dire que j'avais 52 maires qui avaient des besoins. Nous avons la voirie, nous avons toutes sortes de clubs sociaux. Et évidemment que les gens viennent à ton bureau parce que ils ne connaissent pas les dédales administratifs du gouvernement. Automatiquement, quelqu'un a un problème, que ce soit un particulier ou n'importe quoi, il arrive au bureau de comté puis ils viennent te soumettre ton problème. Alors, moi, je faisais du bureau 5 jours par semaine, de 9 h à 5 h. Et je peux vous dire qu'on envoyait toutes sortes, les accidentés d'auto, la CSST, le bien-être social, les prêts et bourses. Tout ça, ça passait par le comté. J'ai fait des travaux d'infrastructure d'aqueduc et d'égouts à peu près dans toutes les municipalités. Alors, imaginez-vous le travail que ça occasionnait, ça, là, les maires venaient me voir, puis là, ça prenait ça, puis c'était des subventions, il y avait des programmes normés, je veux bien croire, mais il y en avait des besoins partout. Alors, moi, comme j'avais tous les ministres comme présidente de commission, la minute qu'une municipalité arrivait, puis là, il me présentait le dossier. Moi, je le présentais au ministre tout de suite. Je ne passais pas par les dédales administratifs des fonctionnaires. Alors, j'avais de la chance, là. C'est pour ça que j'aimais tant mon rôle de présidente, parce que j'avais les ministres à portée de la main. C'est bien différent. Vous avez vu vos collègues des grands centres comme Montréal, Québec, le travail de député rural et un comté urbain. Bien, écoutez, bon, j'ai jamais été député urbain, mais j'ai eu des collègues, là, que les autres, ils pouvaient aller faire du bureau une journée par semaine, puis ça suffisait. Et les gros dossiers, le maire de Montréal, par exemple, il ne va pas voir le député de Bourassa pour demander une faveur quelconque. Il va directement, alors que moi, j'avais les maires, chaque semaine, il y avait au moins 1 ou 2 maires qui venaient me voir pour des demandes spécifiques. Alors, il fallait être présente dans le comté pour aider ces gens-là. À un moment donné, moi, ça m'a pris 4 ministres pour avoir la réparation de mon hôpital, pour agrandir l'urgence et avoir le scan, puis tout ça. Là, j'ai commencé avec M. Rochon, j'ai continué avec Mme Marois, après ça avec Rémi Trudel, et puis François Legault. Puis je l'ai eu, j'ai travaillé, puis on ne m'appelait pas le pitbull pour rien. Quand j'avais un dossier auquel je croyais, il était évident que je ne lâchais pas tant que je ne l'avais pas eu. Alors, mais même dans l'opposition, j'avais une relation extraordinaire avec les ministres. Alors, je pense que c'est pour ça que j'ai toujours travaillé avec passion, puis je voulais prouver aux gens de mon comté qu'une femme, c'était capable de gérer les choses et de rendre service à sa population. Et pourtant, cette carrière-là se fait au détriment, en fait, un gros sacrifice sur sa vie personnelle, parfois sa vie familiale. Oui, là, je comprends, parce que là, il fallait prendre des rendez-vous avec les enfants. Les enfants, ils disaient, maman, on peut-tu descendre en fin de semaine? Ah, bien là, écoute, il y a le Festival du pain, moi, je suis obligé d'être là. Puis demain matin, c'est un déjeuner paroissial, je suis obligé d'être là. Mais demain soir, je vais être avec vous autres. Ah, bien là, écoute, si tu n'as pas le temps de nous recevoir, on n'ira pas. Alors, c'était ça. C'était la fin de semaine, dans 50 municipalités, il y avait des activités. Durant toute la saison estivale, là, c'était la parade de Saint-Jean-Baptiste, il y avait le festival du blé d'Inde,
Puis là, ben, quand tu allais à ces activités-là, c'est sûr et certain que j'avais mon calepin et j'arrivais avec des dossiers que j'étais obligé de travailler dans la semaine. C'est sûr et certain que tu partais de là avec un carnet de commandes. Que les industries auraient bien aimé avoir des fois des carnets de commandes comme ça. Chaque Parlement a son histoire, Monsieur le Président. C'est souvent une histoire de famille. Ils sont belles, ces histoires. Comme dans Mégantic-Compton, où la nouvelle députée succède à sa mère, Mme Madeleine Bélanger, qui a été députée avec nous jusqu'en 2003, a maintenant le plaisir, sans doute le bonheur, de voir sa fille, Joanne Gontier, lui succéder comme députée dans le comté de Mégantic-Compton. Et Madeleine Bélanger avait elle-même succédé à son mari, Fabien Bélanger. Bravo. Votre fille qui est maintenant en politique, est-ce que vous lui donnez des conseils particuliers? Est-ce que vous avez le goût d'être à votre tour son guide spirituel? Non. Pourquoi? Non, je pense que je ne veux pas lui donner la façon que je travaillais. Elle a sa façon à elle de travailler. Elle est très, très, très dynamique. Elle aime ça. Et puis, elle va faire ça peut-être différemment que moi, mais elle va avoir autant de succès. Alors, je veux la laisser... et je pense qu'elle aussi, là, elle veut pas... je veux pas qu'il y ait de comparaison entre la mère et la fille, là. Alors, moi, c'était moi, je travaillais d'une façon, puis je pense qu'elle a pris pas mal ma façon de travailler. Elle est présente partout, puis elle est à l'écoute des gens. Quand vous êtes entré en politique, vous étiez la 9e femme, enfin 10 avec Mme Saint-Amand le même soir. Maintenant, il y a beaucoup plus de femmes en politique. Est-ce que la place de la femme est acquise pour de bon avec vraiment une égalité des rôles en politique? Je pense que les gens là, savent que les femmes jouent un rôle différent en politique. On ne fait pas de la politique comme les hommes. Nous autres, on fait de la politique. En tout cas, moi, je faisais de la politique. Mon rôle, c'était d'aider ceux qui avaient besoin de moi, d'être le lien entre le commettant et le gouvernement. Alors, je pense que c'était très, très important parce que, je vous dis, il faut être un peu psychologue pour être député. Il faut être polyvalent, avoir de l'écoute, écouter. Je pense que c'est la qualité première d'un député, c'est d'écouter. Écouter les problèmes, puis essayer de les résoudre du mieux qu'on peut. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout gagner, mais quand les gens voient que tu as fait ton possible, ils sont quand même satisfaits. Si vous aviez vous-même à vous décrire comme politicienne, quel portrait vous en feriez? Une politicienne de terrain, une politicienne à l'écoute des commettants, avec... C'est difficile de se décrire, là. Moi, je pense que je faisais mon travail avec passion. Alors, j'étais une femme proche des gens, simple et à l'écoute. C'est bien expliqué. Je vous remercie.